Bonjour à tous, il est 9h30 en France, 15h30 ici à Singapour. Nous sommes ravis d'être connectés avec vous pour ce webinaire qui sera dédié à Singapour et organisé par Pramex International avec la participation de DS Avocats. On sera deux à intervenir aujourd'hui. Lisbeth Landverscha du cabinet DS. Bonjour Lisbeth. Bonjour Christophe. Et moi-même, donc Christophe Piquet de Pramex International ici à Singapour. Alors, ce webinaire s'adresse aujourd'hui aux dirigeants de start-up, de PME et de TI qui envisagent de s'implanter à Singapour. Et notre objectif aujourd'hui sera finalement de vous transmettre des informations qui vont vous permettre à la fois de bien comprendre les éléments clés liés à une implantation à Singapour et d'alimenter votre réflexion pour une éventuelle prise de décision. Alors, notre intervention va durer environ 45 minutes. Elle sera structurée en 4 grandes parties. Une première partie qu'on a estimée importante avec Lisbeth, c'était de vous parler et faire une introduction rapide à Singapour et à la zone ASEAN. Une deuxième partie où nous aborderons les différentes structures existantes ici à Singapour et où on parlera également des aspects plus opérationnels de la création d'une filiale. Et enfin, nous terminerons par un focus sur le droit social et la fiscalité, un thème qui est très régulièrement abordé par nos clients et prospects quand ils veulent venir s'installer ici à Singapour. Alors, n'hésitez pas à nous poser des questions. On tâchera d'y répondre à la fin du webinaire. Et si par hasard, au cours de cette intervention, nos caméras devaient se couper, sachez que ce sera principalement dû à un problème de connexion, mais on fera en sorte que le webinaire puisse se poursuivre du mieux possible. Alors, on va démarrer par ce premier slide sur Singapour et on a décidé finalement avec Lisbeth de faire assez simple et d'aborder finalement les trois principaux points qui nous semblaient importants d'aborder concernant le business d'une part, concernant le cadre politique et juridique et puis un aspect un peu localisation et environnement géographique ici à Singapour. Concernant la facilité à faire du business, à faire des affaires, Singapour est réputé pour être une destination, un pays où il est facile de développer un business. Pour autant, c'était quand même pas gagné quand vous regardez d'où vient et comment s'est constituée cette cité-État. Et pour rentrer dans le vif du sujet, par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, sachez que Singapour se classe à la deuxième place, au deuxième rang mondial après la Nouvelle-Zélande, pour la facilité de mise en route lorsque vous implantez à Singapour, mais également pour la faiblesse des contraintes réglementaires associées. On verra d'ailleurs un petit peu plus tard au cours de ce webinaire que vous pouvez incorporer votre entreprise ici en quelques heures, voire en quelques jours, que vous trouvez facilement des locaux commerciaux disponibles, que le système fiscal est simple et favorable aux entreprises et que finalement tout ceci contribue à attirer les investisseurs étrangers. Alors après, moi, j'aime bien parler de ce chiffre magique, de ce magic number de Singapour, le chiffre 1. On y reviendra d'ailleurs un peu plus tard. Selon le rapport de la Banque mondiale, par exemple, Singapour se classe en première position pour ce qu'on appelle la World's Easiest Place to Do Business et selon le World Economic Forum en numéro 1 pour l'Openness to Trade. Concernant le cadre politique et juridique, Lisbeth, c'est un peu ta spécialité. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, alors effectivement, comme tu le disais Christophe, c'est vrai que personne n'aurait vraiment parié sur Singapour en 65 et l'indépendance. Donc pour les Ouais. gens qui connaissent pas très bien Singapour, c'est quand même une cité-État qui est pas très grande, qui est au sud de la péninsule malaisienne et qui n'a aucune ressource naturelle. Donc c'est vrai que comme tu disais, c'était vraiment pas gagné à la base. Et c'est un peu justement ces faiblesses qui ont poussé Singapour à faire de cet environnement un Mhm. environnement très favorable dans le développement des affaires. Et ce que l'on voit quand on regarde le cadre politique et juridique, ce qui dénote d'ailleurs assez par rapport aux autres pays de la zone, c'est déjà une grande stabilité politique. Donc on a le même pouvoir au parti depuis 59. On a aussi un marché qui est très ouvert. Donc là encore, ça dénote quand même pas mal dans la zone ASEAN. Ouais. Donc on n'a quasiment pas de barrières tarifaires et Mhm. on a une exemption quasi complète des droits de douane. Et concernant les investissements étrangers, ce qui nous intéresse principalement, il y a une réglementation qui est très libérale et il n'y a quasiment aucune restriction à l'investissement étranger. Ensuite, il y a également un autre point qu'il faut mettre en
d'exergue, c'est la stabilité de son système légal et son efficacité. Donc là encore, qui est en forte contradiction avec les autres pays de la zone. Donc effectivement, Singapour jouit d'une très grande sécurité juridique qui va se traduire à deux niveaux. D'un côté, c'est déjà sa prévisibilité, donc la prévisibilité de sa réglementation. Si on regarde d'autres systèmes légaux en Asie, on n'a pas vraiment cette prévisibilité. Et ensuite, c'est l'efficacité et la réactivité de ces administrations qui, Christophe, on le voit tous les jours en travaillant et en vivant ici, qui est particulièrement efficace. Un autre point également dont j'aimerais parler, c'est l'absence de corruption. En tout cas, la lutte contre la corruption, qui est aussi notable dans la région. Donc, pour vous donner une petite idée, Singapour était 6e au classement de Transparency International en 2017. Et Christophe, pour te donner une autre idée, la Malaisie était 62e, l'Indonésie était 96e et l'Indonésie était 107e. Donc, effectivement, Singapour est loin, loin, loin devant en termes de lutte contre la corruption dans la région. Je suis juste étonné qu'il ne soit pas le numéro 1 non plus, mais bon. Alors, c'est la Nouvelle-Zélande. Ah, la Nouvelle-Zélande la rafle tous les numéros 1, donc c'est la Nouvelle-Zélande, effectivement. Ouais. C'est un peu loin peut-être de la France encore. Cela dit, ce qu'on peut dire donc, sur le point, c'est que le climat politique est stable et pro-business de Singapour a finalement renforcé sa crédibilité comme centre international pour investisseurs qui choisissent de s'établir ici et d'y développer leurs activités. Concernant la localisation, Singapour est stratégiquement situé au cœur du continent asiatique. Vous en doutez, une majorité des pays sont accessibles finalement et se trouvent dans un rayon de 5 à 7 heures, si je passe de la zone Asie. Et finalement, Singapour est à la croisée des axes commerciaux clés de l'Asie. Mais plus simplement, c'est vrai que Singapour est au cœur de l'ASEAN. Et c'est ce que vous pouvez voir sur ce slide suivant que nous avons intitulé Singapour, la porte d'entrée vers l'ASEAN. Concernant l'ASEAN, quelques chiffres clés pour tout d'abord illustrer finalement son potentiel, parce que ça, c'est quand même vachement important. C'est une zone hétérogène de 10 pays avec 620 millions d'habitants aujourd'hui, ça représente pas loin de 9%, je crois 8,8% de la population mondiale. C'est une population très jeune, avec un âge médian de 27 ans, alors que c'est 40 ans, je crois, en Europe, et une population jeune qui est en forte croissance et qui consomme. Donc, d'ailleurs, je crois que sur les taux de croissance prévisionnels pour l'année 2018, on est sur la zone globalement à 5%. Singapour et la Thaïlande, je crois qu'on tape sur 2,5 ou 3% de croissance sur l'année 2018, alors que les autres pays seront à 5,5, 7% et plus pour l'année 2018. La deuxième chose, au-delà de son potentiel, du potentiel que représente la zone ASEAN pour Singapour, et depuis Singapour, c'est justement le fait que Singapour soit au cœur de cette zone et que vous pouvez accéder très facilement aux principales villes d'Asie-Pacifique. Quand vous regardez la carte, je pense qu'elle est assez claire. En moins de 2 heures, ou en 2 heures ou moins de 2 heures, vous allez en Indonésie, vous allez en Malaisie, au Vietnam, au Thaïlande, au Cambodge. En 4 heures, vous arrivez sur le Myanmar, sur le Laos, et on ne le voit pas sur la carte, mais vous allez jusqu'à Hong Kong et Shenzhen. Et puis en 5 heures ou un peu plus, vous atterrissez sur Perth en Australie ou l'Inde un petit peu plus loin. Pour ceux qui connaissent Singapour, on le dit souvent, mais Changi, c'est l'aéroport de Singapour, c'est le meilleur aéroport du monde par par rapport à sa facilité d'accès depuis Singapour partout, l'optimisation de ses processus de sécurité et de ses processus douaniers. Mais c'est surtout et aussi un puissant hub régional. Et depuis ce hub régional rayonnent finalement beaucoup et de nombreuses compagnies aériennes. Et la conséquence de cela, c'est qu'on se déplace finalement très facilement depuis Singapour sur toute cette zone, et puis pour pas cher. En conclusion, ce qu'il faut retenir de ces deux premiers slides, c'est que l'ASEAN est un marché considérable, totalement accessible depuis Singapour. On constate d'ailleurs, et je pense que Lisbeth était d'accord avec moi sur ce point aussi, que la plupart de nos clients, finalement, qui s'implantent à Singapour, visent le marché local singapourien, mais aussi, et parfois même peut-être plus, surtout, le marché ASEAN. Oui, absolument, Christophe, parce qu'effectivement, le marché domestique est intéressant, mais le vrai avantage de Singapour,
c'est de pouvoir être utilisé comme un HQ régional et puis de pouvoir rayonner justement sur la zone depuis Singapour. Voilà, c'est ça. On ne se limite pas qu'à Singapour, on peut facilement aller Absolument. développer son business sur toute la zone. Alors, on va aborder la deuxième partie de notre intervention et nous allons commencer par vous parler finalement du choix de la structure juridique et de ses impacts. Et c'est ce que vous voyez à l'écran maintenant. Donc, Lisbeth, je vais te passer la parole pour que tu nous en dises un petit peu plus sur ce sujet. Voilà, effectivement, Christophe, la première question à se poser quand on veut s'implanter quelque part, c'est comment s'implanter. Donc, bien évidemment, ça va dépendre du projet de la société, du projet commercial, et également de la politique du groupe, qui peut varier. Mais il faut également prendre en compte certains facteurs externes qui vont dépendre du pays en question. Donc, on a mis avec Christophe 6 points sur le slide qui est à l'écran actuellement. Donc, on va descendre ces 6 points. Donc, pour la partie administrative, bien évidemment, le choix de la structure aura des conséquences sur les modalités, notamment de constitution et d'enregistrement. À Singapour, très honnêtement, les formalités d'enregistrement sont quand même très souples. Là encore, si on compare à la zone, donc c'est pas non plus le point stratégique à prendre en compte. En revanche, si on descend, notamment le point 2 qui est juridique, le choix de la structure juridique va avoir beaucoup plus de conséquences, notamment sur la responsabilité de la structure étrangère. C'est ce que l'on va voir par la suite. En fonction de la structure, il y aura une responsabilité plus ou moins accrue de la société étrangère à Singapour. Les obligations déclaratives également peuvent changer si on reste toujours sur le juridique. Donc effectivement, ça peut avoir un impact en fonction de la lourdeur de ces obligations. Et pour passer au financier, effectivement, le choix de la structure, merci Christophe, le choix de la structure aura des conséquences bien évidemment sur la capacité d'investissement tout simplement de la société et de développement de ce fait, et également sur la possibilité de bénéficier d'aides de l'État. Donc, il faut savoir qu'à Singapour, il y a des entités comme l'EDB et Entreprises Singapour qui sont très actives dans l'aide non seulement à l'implantation, mais aussi au développement. Donc, les sociétés, y compris étrangères, implantées à Singapour, peuvent bénéficier d'aides qui sont très considérables, enfin, qui peuvent être très considérables. Et c'est vrai qu'en règle générale, il faut justement, comme je le disais, justifier d'une entité incorporée à Singapour. Donc, le choix de la structure va avoir un vrai impact sur ce point. D'un point de vue fiscal également, et là encore, je vais y passer très vite, on rentrera un peu plus dans le détail par la suite, c'est qu'en fonction du statut de la structure que l'on choisit, on aura soit un statut de résident, soit un statut de non-résident, et bien sûr, la fiscalité sera très différente en fonction du statut de la société. Enfin, d'un point de vue économique, donc là encore, le choix de la structure va vraiment avoir un impact sur la capacité de développement sur le marché, la capacité d'investissement. Et enfin, the last but not the least, l'image qui est un peu la conséquence en fait, des points précédents, c'est qu'en fonction de la structure que le client va choisir, on aura plus ou moins de crédibilité, non seulement commerciale, donc avec les partenaires commerciaux, mais également auprès des administrations singapouriennes. Et là encore, on va le développer par la suite lorsqu'on passera justement en revue les différentes formes d'implantation possibles. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aborder tout de suite sur ton point. Là, c'est vrai que c'est très important. Hein. Tu parles de l'impact économique et de la capacité de développement futur. On va le voir maintenant, mais certaines structures ne permettent pas de faire du business en fait et de développer une activité commerciale. Donc tous ces points sont quand même très très importants et il faudra vraiment bien réfléchir en amont avant de prendre une décision. Alors, si vous souhaitez vous implanter à Singapour, on va faire simple. En fait, il y a 3 options. Alors, ce sont des options assez standards que vous retrouvez dans plusieurs pays à travers le monde, mais il y aura quelques spécificités, quelques caractéristiques bien spécifiques à Singapour. Vous pouvez opter pour le bureau de représentation, le fameux bureau de représentation ou rep office ici à Singapour. Vous pouvez opter pour la succursale, la branch, ou vous pouvez opter pour une filiale et ce qu'on appelle ici la subsidiary company. Et comme vous allez le voir un petit peu plus loin, et on peut d'ores et déjà l'annoncer, la filiale et la subsidiary company ou la PT Limited, comme on le verra plus tard, sera souvent la solution privilégiée sur Singapour, en tout cas, par les investisseurs étrangers. Hein. Donc, on aborde tout de suite finalement le premier cas, le bureau de représentation. Et la première chose que je souhaite faire finalement en parlant du bureau de rep, c'est de vous expliquer à quoi ça sert.
Et ça sert à quoi un bureau de rep à Singapour? Ça sert à explorer le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de réaliser des études de marché et de faisabilité, de rassembler des informations sur les différents marchés de la zone, de comprendre les attentes de vos clients potentiels et, si vous le souhaitez, de participer à des salons professionnels ou à des expositions, des foires ou des expositions. En revanche, et ça c'est très important, le bureau de représentation ne peut pas avoir d'activité commerciale. Le bureau de représentation ne permet pas de participer à des activités de trading et d'engager ou de démarrer une activité commerciale. Christophe, excuse-moi, je te coupe, mais effectivement, et c'est une question que nos clients nous posent souvent, c'est est-ce qu'on peut Ouais. générer du profit avec un bureau de rep? Non, De dire, non-profit yielding activities avec un bureau de rep. Tu fais vraiment bien d'insister sur ce point-là parce que beaucoup se trompent. Pourquoi? Parce que dans d'autres pays, on peut utiliser le bureau de rep comme une solution de temporaire, voire dans certains cas même pas temporaire du tout, et générer une absolument. activité commerciale. Ce n'est pas du tout le cas à Singapour. Donc c'est très bien, il faut insister sur ce point. Beaucoup commettent cette erreur et arrivent ici avec des idées préconçues concernant le bureau de représentation. Et en plus, j'ai envie de dire, et tu en as parlé un petit peu, tu en parleras un peu après, on franchit pas la ligne jaune à Singapour. Le bureau de rep n'est pas fait pour faire du business. On s'amusera pas donc à développer une activité commerciale avec un bureau de rep parce que sinon les conséquences peuvent être assez sévères. Euh, Maintenant que vous avez compris qu'un bureau de rep n'était pas la bonne solution pour développer une activité, mais bien pour faire une étude préalable, voyons quand même malgré tout quelles sont les caractéristiques spécifiques d'un bureau de représentation à Singapour. La première chose, c'est que la société mère doit satisfaire à deux critères. Le premier, un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 dollars annuels de chiffre d'affaires et avoir plus de 3 ans d'existence. Deuxième chose, c'est que le bureau de représentation à Singapour a une durée de vie limitée à 3 ans. D'accord? Je te coupe encore, Christophe, mais effectivement, Ouais. je pense que c'est important que tu insistes sur ce point, parce que dans certains pays de la zone, et notamment l'Inde, si on prend un pays que je connais bien, effectivement, Ouais. un bureau de rep a une durée de vie, mais peut être renouvelé sans limitation. Ouais. Et une question que nous posent également nos clients, en règle générale, c'est est-ce que c'est renouvelable? Mais non, mais ils sont très cohérents à Singapour. Hein. Ils font Mhm. pas, c'est bien réfléchi hein, à chaque fois. Le bureau de rep, il n'est pas fait pour faire du business. Il est fait pour tester un marché. Donc, à partir de là, ils considèrent qu'une étude de marché ou une étude d'implantation, une étude de faisabilité, on n'a pas besoin de 7, 8 ou 15 ans pour y arriver. Et Ce qui est donc, très ils vrai. limitent à 3 ans. Et ce qui est très, non, mais Mhm. c'est encore une fois, c'est cohérent. Ça veut dire que Absolument. non. Le bureau de représentation aura une durée de vie maximale de 3 ans, sachant que chaque année, vous devrez renouveler votre enregistrement et demander l'autorisation de poursuivre sous ce format-là. Mais ce renouvellement annuel n'est pas garanti. Il n'est pas garanti. Et là aussi, c'est très cohérent. Je vais vous prendre un exemple d'un de nos clients qui était un éditeur de logiciels et qui s'est vu finalement refuser le renouvellement. Et le civil servant, enfin je sais pas comment dire, le fonctionnaire singapourien qui l'a renseigné lui a dit, écoutez, dans votre secteur d'activité, nous estimons que vous n'avez pas besoin de plus de 12 mois pour faire votre étude. Donc de deux choses l'une, soit vous avez identifié sur ces 12 derniers mois avec votre bureau de rep que vous aviez un marché et vous décidez donc de structurer, de passer sous, de structurer, de créer une filiale et de vous développer, soit vous estimez qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas de potentiel, et on ferme le bureau de rep pour partir. Mais il n'y a pas de négociation possible. Alors oui, il y a eu 2-3 mois de négociation pour pouvoir prendre le temps de se retourner, de créer la structure juridique et de poursuivre, parce qu'il y avait un marché, en l'occurrence, pour cette entreprise. Mais voilà, donc voilà, c'est 3 ans maximum, mais c'est pas une garantie, ça peut être moins de 3 ans. Donc, c'est une activité, c'est une solution temporaire, et tout le monde le sait que c'est une solution temporaire. Tout le monde le sait parce que vous devez renseigner sur vos cartes de visite, sur votre signalétique, sur vos papiers, etc. Vous êtes un bureau de rep. Donc, tous vos partenaires, tous vos clients potentiels, tous vos partenaires financiers, commerciaux ou autres que vous pouvez rencontrer, etc., savent que vous êtes là de manière provisoire, en tout cas avec cette solution-là. D'accord? Donc, c'est Oui, pas justement, ça forcément. renvoie, excuse-moi Christophe, ça renvoie à Ouais, ce qu'on disait en termes d'image et de crédibilité. exactement. Voilà, en termes d'image et de crédibilité. J'avance pour dire que sur le bureau de rep, donc vous pouvez recruter jusqu'à 4 salariés.
Et concernant la responsabilité du bureau, bah, comme ce n'est pas une entité légale, la maison mère porte la responsabilité juridique du bureau de représentation. Mais là, on en arrive sur des sujets un peu juridiques. Donc, je te laisse peut-être poursuivre sur ce point et puis enchaîner ensuite sur la succursale. Absolument, sans problème. Donc oui, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est pas une entité légale, un bureau de représentation, c'est vraiment une émanation de la société étrangère et de ce fait, il n'y a pas de responsabilité propre à cette émanation qui est créée à Singapour. Donc la conséquence, c'est qu'on a une responsabilité accrue de la société étrangère qui est responsable de toutes les activités du bureau de représentation et notamment si le bureau de représentation, comme on peut le voir dans certains pays où la réglementation est peut-être un petit peu plus compliquée, où c'est un peu plus difficile de naviguer, Ouais. si le bureau de rep décide d'avoir une activité commerciale à travers cette forme sociale. Donc, effectivement, il y a quand même un vrai risque à prendre, notamment si le but in fine, c'est de commencer à générer du profit. Et d'ailleurs, on retrouve cette responsabilité accrue dans la deuxième forme d'implantation dont on voulait La succursale. discuter. Exactement, la succursale. Donc là encore, on est un peu on est dans un schéma entre le bureau de rep et la filiale finalement. On n'a pas ce côté temporaire du bureau de représentation, mais on n'a pas non plus ce côté complètement indépendant de la filiale. Donc, C'est c'est une malgré entité tout une légale. entité, Mmh. exactement, c'est malgré tout une entité, contrairement au bureau de représentation. Mais là encore, c'est vraiment une émanation de la société étrangère. C'est-à-dire que c'est une entité, mais qui n'a pas de personnalité juridique distincte. C'est D'accord, vraiment une extension en fait de la société étrangère. Et d'accord. donc la conséquence, comme tu peux l'imaginer, c'est qu'elle est considérée comme une Non non-résidente. résident. Elle est considérée comme une société étrangère ayant une base d'implantation, enfin pas une implantation, mais pas un siège non plus, et enfin, exerçant depuis Singapour. Ouais, non, mais c'est ça. Et donc, la conséquence, c'est que du coup, comme elle peut générer du profit, la branche, elle peut avoir une activité commerciale qui, en règle générale, qui doit correspondre à celle de la société étrangère. Elle peut être imposée, donc uniquement sur Mmh. les revenus qui seront générés à Singapour, donc pas sur les revenus Mmh. globaux, mais elle bénéficiera des taux des non-résidents, donc qui sont Ouais. moins Donc, intéressants que les taux des résidents. elle peut pas On va dire bénéficier d'exemption fiscale. exactement, exactement. Et comme elle n'est pas une entité, une personnalité juridique distincte résidente à Mmh. Singapour, en règle générale, toutes les aides fiscales, les exemptions sont réservées aux résidents fiscaux singapouriens. Donc elle n'en bénéficie pas exactement. Donc c'est aussi un des points négatifs de cette forme Comment sera d'implantation. comment sera calculé l'impôt pour la branche? Par contre, ça sera bien calculé sur le revenu qui est dégagé par ou attribuable à la structure singapourienne. Oui, exactement, exactement. Donc, tu n'es pas imposé, Dieu merci, sur l'ensemble des revenus de la société mère. C'est vraiment la partie des revenus qui correspond à l'activité commerciale générée à Singapour. Un point également à noter, c'est qu'on peut rapatrier les profits et puis on peut distribuer, on peut rapatrier on peut rapatrier les profits tout simplement. Ouais, capital et dividendes. Euh, Mmh. voilà. Et puis, je voulais également parler, alors on ne l'a pas forcément noté sur le slide, mais je voulais quand même parler des obligations déclaratives. Donc, justement, pour faire un Mmh. écho à ce qu'on disait dans la première partie sur les choix, dans le choix de la structure, Mmh. c'est que, contrairement à ce qu'on a souvent en tête, et c'est vrai que nos clients ont souvent en tête l'image de la branche, c'est quelque chose de très souple, de très facile. On n'est pas justement dans ce côté fixe de la filiale. Et finalement, oui, mais il y a quand même des contraintes déclaratives qui sont assez importantes, et Ouais. notamment à Singapour. Donc, la succursale va devoir auditer ses comptes et également déposer les comptes de la mère, donc de manière annuelle. Donc, c'est Mmh. quand même des obligations qui sont assez lourdes, notamment, enfin, ça dépend des comptes de la mère, mais il faut avoir ça en tête. Et c'est vrai que de ce fait, nos clients, compte tenu de cette contrainte et également du régime de la succursale, notamment en termes de Mmh. responsabilité, s'orientent plutôt vers la private limited, sauf Mmh. s'ils ont des contraintes réglementaires qui font qu'ils doivent passer par une succursale comme les assurances, les banques. Les banques, etc. Non, mais c'est vrai, on Exactement, est d'accord, exactement. hein. Je pense que pour vous, c'est pareil. Et je le sais parce qu'on en a parlé tous les deux. Mais nous, on voit très très peu d'entreprises françaises. Et parmi nos clients, enfin moi, j'ai eu un cas sur les
18 derniers mois en fait, hein, qui optent pour cette solution de la branche. Il y a ce problème de responsabilité dont tu as parlé, il y a ce problème d'image aussi dont on a parlé. Et finalement, et on va le voir maintenant d'ailleurs, la filiale, la PT Limited, est une solution tellement efficace et tellement simple à mettre en place que la plupart de nos clients finalement choisissent cette solution. Et d'ailleurs, donc on aborde ce troisième volet, c'est la filiale, la Private Limited Company. Alors, si vous souhaitez créer une structure à filiale, donc à Singapour, ce qu'on appelle une subsidiary company, il existe 3 formes sociales distinctes à Singapour: la sole proprietorship, la partnership et la limited liability company. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce qui vous intéresse plus particulièrement, et ce dont nous allons vous parler d'ailleurs maintenant, c'est la private company limited by shares, ou ce qu'on appelle plus communément la PT limited. C'est l'équivalent d'une société à responsabilité limitée, et c'est bien souvent le meilleur choix pour les investisseurs étrangers. Je l'ai dit en introduction et je le répète maintenant. Après, concernant, on va voir les différents points de la PT Limited. Concernant l'actionnariat, il peut y avoir, comme vous le voyez à l'écran, de 1 à 50 actionnaires. Ça peut être une personne morale ou une personne physique, et l'actionnaire majoritaire peut être local ou étranger. Qu'est-ce qu'on constate chez nos clients, et je crois que c'est pareil pour toi, c'est que bien souvent cette filiale ici à Singapour est détenue à 100% par la maison mère France. C'est pas toujours le cas, c'est pas une obligation, mais c'est quand même ce qui se passe le plus souvent possible pour nos startups ou nos PME ou ETI françaises qui viennent s'implanter ici. Par contre, concernant les actionnaires, là aussi, concernant la responsabilité de ces actionnaires, je pense que ça sera intéressant que tu nous en dises 2 mots. Oui, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est donc une société à responsabilité limitée, donc c'est un peu l'équivalent de la SARL de droit français. Donc déjà, c'est une société privée, comme on le voit par le nombre d'actionnaires dont tu viens de parler. Et puis la conséquence en termes de responsabilité, c'est que la responsabilité des actionnaires est limitée au montant de leur rapport. Donc ils ne peuvent pas être tenus au-delà du montant qu'ils ont contribué au capital social de la société. Donc c'est assez intéressant de le signaler. Et justement, c'est en grand contraste avec les autres formes d'implantation qu'on a vues auparavant, où justement il y a une responsabilité accrue et illimitée de la société étrangère, qui sera souvent l'actionnaire, comme tu l'as précisé. Un point également dont je voulais parler, c'est la flexibilité de cette forme sociale, ce qui en fait aussi souvent le véhicule, pas souvent d'ailleurs, principalement le véhicule privilégié des investissements. Et sur ce point, elle se rapproche un peu plus de la SAS de droit français, en ce que c'est une forme sociale très flexible et qui a une grande liberté qui est laissée aux actionnaires finalement dans l'organisation de la société et pour organiser la gouvernance. Ce qui est assez intéressant et ce qui donne une vraie facilité à tenir notamment les AG, voire les board meetings, pour des gens qui sont basés en règle générale à l'étranger. Alors la filiale, c'est une entité légale distincte et qui bénéficie de ce qu'on appelle la succession perpétuelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, absolument. Donc contrairement aux 2 autres qu'on a vues, aux 2 autres formes d'implantation qu'on a vues, la Private Limited, c'est vraiment une entité légale qui a une personnalité juridique distincte, donc elle est complètement différente de ses actionnaires. Elle peut détenir un patrimoine et également elle bénéficie de donc cette succession perpétuelle dont tu parlais, c'est-à-dire en fait qu'elle va simplement survivre au décès de ses actionnaires personnes physiques ou à la dissolution des actionnaires personnes morales. Ce qui est différent du transfert de propriété dont on parle au point 3. Oui, exactement. Ce qui est différent, mais ce qui est aussi une conséquence, c'est que du coup, comme la société n'a pas vocation à disparaître avec la disparition de ses actionnaires, il y a un transfert assez facilité des actions. Et du coup, à part s'il y a des contraintes prévues dans les statuts ou dans un pacte, et légalement, la seule contrainte finalement, c'est de soumettre la cession au board, il n'y a pas vraiment de contrainte à la cession des actions. Un point également à noter qui est très intéressant pour nos clients français, c'est l'absence également d'imposition sur les plus-values à Singapour. Donc, in fine, les seuls impôts qui seront à payer en cas de transfert, c'est des stamp duty d'un montant très nominal, vu que c'est 0,02% du prix de cession. Absolument. On verra sur les avantages fiscaux. On ne va pas en parler là en détail puisqu'on a un slide un petit peu plus tard qui va revenir là-dessus.
mais en termes d'image et de crédibilité, c'est un point dont on a abordé, dont on a parlé au moment des impacts et qui revient au moment du bureau de rêve, de la succursale et de la PT. Pour le coup, là, en termes d'image, une PT, c'est sérieux. Absolument. Donc pour conclure finalement cette deuxième partie du webinaire, comme vous l'avez compris, hein, et on le répète depuis quelques minutes maintenant, le bureau de représentation, ce qu'il faut retenir, le bureau de représentation, c'est une solution temporaire qui ne vous permet pas de développer un business. Je ne dis pas que c'est pas une solution qui peut être utile pour certains d'entre vous, mais en tout cas, voilà la limite et les contraintes de cette solution. La succursale, c'est une solution plutôt risquée et la PT Limited, finalement, c'est une forme juridique très adaptée pour les investisseurs étrangers et dont la mise en route, en plus, est assez simple, est assez efficace et le processus relativement optimisé. Et je propose d'ailleurs qu'on passe tout de suite à cette troisième partie du webinaire et qu'on regarde un petit peu comment finalement opérer, comment créer votre filiale ici à Singapour. Et ce premier slide que je vous mets à l'écran, eh ben, c'est un slide où on va pouvoir regarder les éléments clés constitutifs finalement d'une PT Limited. Avec ton Alors, magic number. Voilà, oui, mais moi je l'aime bien ce magic number. Tout à l'heure, tu m'as sorti le numéro 6, moi ça me plaît pas trop, mais bon, le numéro 1, effectivement, c'est le 1 revient ici à l'honneur. C'est vrai que qu'est-ce qu'il vous faut finalement pour créer une filiale ici à Singapour? Il vous faut d'abord une adresse pour la domiciliation juridique. Alors, Christophe, excuse-moi. Je sais que nos clients nous demandent souvent, surtout quand tu es un client basé à l'étranger, est-ce qu'on peut avoir un bureau virtuel ou est-ce qu'il faut un contrat de bail avec des locaux physiques? Oui, on peut avoir un bureau virtuel ici. On n'est pas, contrairement à d'autres pays, en fait, on n'a pas besoin de justifier d'un bail pour venir s'implanter à Singapour et créer sa filiale. Et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a mis le petit logo, c'est vrai que Pramex Singapour propose ce service de domiciliation. Mais tu as très bien fait de poser la question parce que ça vient systématiquement, parce que dans d'autres pays, c'est pas possible. Ici, on peut avoir un bureau virtuel, une adresse toute simple de domiciliation. Le deuxième chose que je mets ici, c'est un shareholder, finalement, un actionnaire minimum. On l'a vu déjà dans le slide d'avant, personne physique ou morale. Et comme on le disait précédemment, c'est vrai que souvent ici, on a la maison mère France qui est actionnaire principal et souvent 100% de la structure locale. Mais il faut au moins un actionnaire. Ensuite, il vous faut au moins un local director, un directeur local parmi les directeurs que vous allez enregistrer ici à Singapour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce directeur local, ça doit être une personne physique qui doit pouvoir agir, c'est-à-dire qu'il est physiquement et mentalement capable d'exercer ses fonctions. Il doit avoir au moins 18 ans, mais il n'y a pas de condition minimale d'éducation. Il ne doit pas avoir été reconnu coupable ni d'infraction, ni de fraude ou de malhonnêteté. Et il doit être local. Local, ça veut dire quoi? Il doit être soit de nationalité singapourienne, un citoyen singapourien, soit un résident permanent à Singapour, soit détenteur d'un employment pass, d'un IP, on y viendra après, d'un permis de travail ici à Singapour. Alors le point clé en fait, c'est que ce local director, enfin ces directeurs sont enregistrés au tout début, au moment de l'enregistrement de la filiale ici auprès de l'ACRA, le registre du commerce singapourien. Et donc, dit comme ça, bah, finalement, vous qui nous écoutez, ça représente une véritable contrainte parce que vous allez me dire, mais attendez, moi, quand je veux créer ma filiale à Singapour, je n'ai pas forcément à cet instant le local de l'étape qui va pouvoir être mon directeur et qui va pouvoir me permettre de créer ma filiale. Donc, c'est une contrainte qui est imposée par l'administration. Excuse-moi, si je peux te couper, effectivement, parce que dans la plupart des cas, en tout cas de nos clients, en fait, le directeur local a vocation à être le salarié qui bénéficiera d'un IPI. Mais pour bénéficier d'un IPI, il faut que la société existe. Voilà. Ou d'autres solutions. Et après, dans certains cas, on ne recommande pas forcément de recruter quelqu'un et de le nommer directeur pour d'autres raisons. Enfin, voilà, au cas par cas, on verra. Et tu as tout à fait raison de le dire. Au moment de la création, il n'y a pas forcément cette solution existante. Et donc, ça peut paraître être une contrainte forte. Mais en réalité, et c'est là où il faut en arriver quand même pour pas faire peur à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a des solutions pour cela. Et cette contrainte est facilement levée par l'intermédiaire d'un prestataire qui s'appelle souvent un Registered Filling Agent qui va pouvoir proposer ce service et proposer à nos entreprises françaises une solution de ce qu'on appelle de
nominee director, mais tu viendras un petit peu plus tard dessus. Ouais, d'ailleurs, tu vas y venir tout de suite. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les responsabilités et les devoirs des directeurs ici à Singapour? Profitons-en, vas-y. Oui, absolument. Donc effectivement, comme tu le dis, Christophe, donc les prestataires qui offrent ce genre de service, en règle générale, on les appelle les nominee directeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un nominee directeur est un directeur, donc comme tout directeur, qu'il soit exécutif ou non exécutif, et donc il a les mêmes devoirs et les mêmes obligations, mais également les mêmes pouvoirs d'ailleurs. Donc effectivement, traditionnellement, vu que c'est quand même quelque chose d'assez établi ici, ce service de nominee directeur, ces directeurs n'ont jamais vocation à s'immiscer dans la gestion de la société, bien évidemment, ils ne sont là que pour remplir l'obligation légale. Malgré tout, c'est toujours bien de s'assurer, lorsqu'on a justement ce genre de prestataire, que les termes du contrat reflètent justement le fait que cette personne n'aura pas vocation à s'immiscer et n'aura pas le pouvoir surtout d'engager la société. Car in fine, ça reste un directeur qui peut engager la société comme tout autre directeur. Et si on parle très rapidement de la responsabilité des directeurs, en fait, on a deux sortes de devoirs à Singapour. Il y a des devoirs légaux en fait, qui dépendent du Companies Act, qui découlent du Companies Act. Et puis, on a des devoirs qui découlent de la Common Law. De la common law. Donc, la Common Law, exactement. Donc, pour ce qui est des devoirs légaux, donc ça va être des devoirs qui sont de l'ordre d'agir honnêtement, ne pas utiliser les informations à son avantage et donc au détriment de la société. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de manquement, le directeur va engager sa responsabilité pénale s'il manque à ses obligations. Contrairement aux devoirs qui découlent de la Common Law, où là, c'est la responsabilité civile du directeur qui pourra être engagée. Et pour te donner une petite idée en termes d'obligations, ça va être l'obligation d'agir de bonne foi ou dans l'intérêt de la société ou avec précaution. Donc ça, c'est les devoirs découlant de la Common Law. Ouais. Concernant le paid-up capital, comme vous le voyez là aussi, à Singapour, vous pouvez créer votre filiale avec un capital minimum de départ relativement faible, puisque vous pouvez le faire avec $1 singapourien de capital, l'équivalent de 60 centimes d'euros ou 65 centimes d'euros aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Cependant, il est important quand même de signaler aussi que ce capital social devra être libéré à 100% au moment d'ouverture du compte bancaire. Pour autant, le cash restera disponible pour l'entreprise. Absolument. Cela dit, dans la pratique, même s'il est possible d'ouvrir votre filiale avec un capital minimum de $1, dans la pratique, cela ne s'avère pas forcément une bonne option. En tout cas, on le recommande rarement à nos clients. Est-ce que tu partages mon avis? Est-ce que on peut peut-être développer quelques arguments pour expliquer ce point? Oui, absolument, Christophe. Effectivement, déjà, un des gros problèmes, c'est un problème de crédibilité. Donc, on en revient toujours aussi à cette question d'image. C'est que finalement, dans les relations commerciales et avec les administrations, une société qui justifie d'un capital social d'un dollar n'aura pas une grande crédibilité. Donc, effectivement, l'obligation de le libérer complètement ne pose pas un grand problème quand on a $1 de capital. Mais malgré tout, c'est effectivement pas quelque chose qu'on recommande à nos clients. Un autre élément à prendre en compte peut aussi être l'obtention de certaines licences. Donc, même s'il y a finalement très peu de secteurs qui sont encore soumis à licence à Singapour, il y en a. Donc, je pense notamment aux banques, aux assurances. Et en règle générale, l'obtention des licences va être conditionnée à un certain niveau de capitalisation. Et là encore, libéré. Donc, pas seulement paid up. Et enfin, d'un point de vue purement opérationnel, même s'il n'y a pas de loi qui le précise, dans les faits, si une société entend faire une demande d'IP, donc Employment Pass, pour un salarié étranger, visa de travail, visa, exactement, elle n'aura aucune chance d'avoir un IP avec un capital de $1. Absolument. Donc voilà, c'est simple. Enfin, avec $1, c'est possible, mais c'est pas forcément ce qu'on recommande. En tout cas, si le projet futur de l'entreprise, c'est quand même de se structurer, de se développer. À partir de ce moment-là, en fait, quand on a tous ces éléments, la domiciliation, l'actionnariat, le local director et le paid-up capital, quand on a toutes ces informations, on peut démarrer l'enregistrement. On le verra par la suite. L'enregistrement peut démarrer auprès de l'ACRA. Ensuite, vous avez 6 mois pour nommer ce qu'on appelle un company secretary. Ce company secretary répond à peu près aux mêmes critères que le local director, une personne physique qui doit pouvoir agir, qui doit avoir moins de 18 ans, qui n'est pas reconnu coupable d'infraction, et qui est également, le compagnie secretary, un résident singapourien, enfin
comment dire, un citoyen singapourien, un permanent résident ou le détenteur d'un employment pass. Cela étant, là aussi, c'est pas forcément une notion très commune pour les Français qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette notion de compagnie secrétaire? Oui, effectivement, on n'est pas très familier du concept de CS. En fait, c'est un secrétaire, tout simplement, qui est nommé par la société et donc qui va assurer le suivi juridique de la société, qui va aussi maintenir les registres, qui va conserver l'ensemble des documents sociaux, donc chez lui et pas au siège, et puis aussi surtout qui va s'assurer que la société remplit ses obligations déclaratives annuelles et qui va s'assurer pourquoi? Parce qu'il peut être tenu responsable en cas de manquement de la société. Effectivement, comme tu le disais, ça doit être une personne physique et ça ne peut pas donc être un cabinet qui offre ses services. Donc, c'est forcément une personne physique. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans les private limited companies, il n'y a pas d'obligation de qualification pour être CS. En fait, le board peut nommer toute personne du moment que les directeurs sont convaincus, ou en tout cas pensent que la personne qu'ils nomment a assez de compétences pour remplir ce rôle. Ouais, et c'est vrai, tu fais bien le dire, hein, c'est une personne physique, hein, parce que à Hong Kong, c'est une personne morale, ça peut être une personne morale qui joue le rôle de corporate secretary. Ici, ça sera forcément une personne physique. Et effectivement, bon, bah, nous, on peut remplir ce rôle pour le compte de nos clients et éviter cette contrainte. Le dernier point, je l'ai mis en pointillé parce que c'est l'auditeur. Vous devez effectivement nommer un auditeur dans les 3 mois date de création de la filiale. Si toutefois, vous remplissez au moins 2 de ces 3 critères, à savoir, vous faites au niveau consolidé groupe un chiffre d'affaires. Si vous faites un chiffre d'affaires consolidé groupe de plus de 10 millions de dollars singapouriens, si le total d'actifs est supérieur à 10 millions de dollars singapouriens, ou si vous employez plus de 50 collaborateurs, je parle bien au niveau consolidé groupe, mais on y reviendra par la suite, alors vous êtes dans l'obligation de nommer un auditeur dans les 3 mois date de création de la filiale ici à Singapour. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? Que franchement, c'est pas compliqué de créer sa filiale à Singapour. Et 2, qu'il faut faire appel aux bons partenaires, aux bons Registered Filling Agent, Pramex, DS, avec des solutions finalement all-in-one qui vous proposent d'inclure à la fois la domiciliation, le local director, le company secretary, pour vous permettre d'être tout à fait, pour vous permettre d'être efficace et très rapidement opérationnel. Oui, et surtout, Christophe, je pense qu'il faut aussi qu'on signale que c'est obligatoire en fait. On ne peut pas constituer une société à Singapour sans Registered Filing Agent. Ah ouais, t'as bien raison. C'était ça en fait qu'il fallait dire. T'as raison de me rattraper. C'est que vous ne pouvez pas créer votre filiale à Singapour si vous ne passez pas pour un Registered Filing Agent. C'était ça, je me demandais ce qu'il fallait que je raconte. Mais ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après cette slide, donc l'idée c'est de passer au slide suivant et après les éléments clés constitutifs de la PT Limited, on va passer au processus opérationnel. Et bon, on va pas trop s'étendre sur ce slide parce que je pense qu'il est assez représentatif et assez visuel. Finalement, de quoi a-t-on besoin pour créer sa filiale? Premièrement, d'une documentation finalement très simple au départ. Nous, avec votre cabis de moins de 3 mois et la photocopie scannée des passeports des directeurs que vous allez enregistrer ici et des ultimate beneficiaries ou des dirigeants en France, on peut démarrer la procédure de création de filiale. Et puis évidemment, comme on vient de le dire, un bon Registered Filling Agent pour démarrer tout ça. La première étape concrètement, ça va être de réserver la dénomination sociale. Alors ça se fait vraiment, c'est c'est quasi immédiat, voire en quelques heures, ça peut être fait. Et s'il y a une réponse positive, on passe à l'étape 2 et même carrément à l'étape 3 en réalité. Si la réponse est négative, effectivement, bon, il faut faire appel et ça peut prendre 14-15 jours, mais je vais pas rentrer dans le détail ici, on pourra parler séparément si certains veulent en savoir plus sur le sujet. Une fois que la dénomination sociale a été enregistrée, que le LND, le montant du capital social a été validé, etc., on enregistre en fait auprès de la CRA, c'est l'étape 3, et très rapidement, donc quand je dis très rapidement, ça va être quelques heures à quelques jours, mais on a toujours mis plutôt quelques heures ici, nous, on va obtenir le BIS file, donc au point 4, le BIS file, c'est l'équivalent du CABIS finalement, mais ici à Singapour. Donc c'est pour ça que je mets 3 heures à 3 jours, parce que bon, c'est pas une science exacte non plus, mais d'une manière générale, ça se passe quand même très très vite. Le point 5, par contre, est le point peut-être un peu plus critique, c'est l'ouverture du compte bancaire.
Déjà en termes de documentation, là, il va falloir nous donner un petit peu plus de choses. Au-delà des formulaires standards de la banque que nous allons remplir pour vous et préparer pour vous, il va nous falloir donc toujours le CABIS. Il va nous falloir comment dire, la structure actionnariale de l'entreprise détaillée, tous les passeports des directeurs, des dirigeants et des banques signatories, mais tout ça devra être en version anglaise et légalisé. Hein. Ça devra être ce qu'on appelle ici une certified true copy en anglais. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de travail à faire en amont pour préparer tous ces documents. Et puis après, il y a le processus bancaire, la compliance bancaire, c'est-à-dire une fois qu'on a déposé le dossier, effectivement, le banquier va commencer à regarder le dossier, et là, ça peut prendre un peu plus de temps. C'est pas une science exacte non plus. Nous, très concrètement, hein, sur l'année 2017, on n'a jamais mis plus de 4 semaines pour activer un compte bancaire auprès de nos partenaires ici, sur l'ensemble des dossiers qu'on a dû piloter sur l'année 2017. D'accord. Souvent, quand ça a traîné, d'ailleurs ça avait traîné à l'époque pour nous, Pramex, hein, parce que nous, on a un mauvais exemple dans tout ça, on a mis 6 mois. Mais qu'est-ce qui a posé problème? Et ce qui peut poser problème en général, c'est la structure actionnelle de l'entreprise. Plus ça sera complexe, plus la compliance, plus le know your customer va être approfondi, compliqué, et ça peut occasionner des délais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, sur les banques aussi, c'est vrai que jusqu'à présent, certaines banques peuvent exiger par défaut la présence physique du dirigeant ici à Singapour pour un entretien physique. Ce ne sont pas toutes les banques, mais il y en a de plus en plus qui s'y mettent. Je crois d'ailleurs que toi, tu as eu un cas récemment où DBS, avec qui on travaillait souvent, qui l'exigeait pas par défaut. Je crois que récemment a un peu changé sa politique sur le sujet. Non? Et effectivement, alors après, c'est toujours difficile de savoir si c'est une politique globale ou si c'est dans le cadre d'une ouverture de compte bancaire que finalement notre interlocuteur nous dit que c'est la nouvelle politique de la banque, mais effectivement, maintenant, ils imposent la présence physique. En tout cas, c'est ce que DBS nous a dit dernièrement. Après, pour nuancer un petit peu ce que tu dis, c'est cette difficulté d'ouvrir un compte bancaire, finalement, ça illustre aussi la tendance globale mondiale du renforcement des KYC qui existe finalement partout. Ouvrir un compte bancaire dans les pays de la zone peut aussi être un vrai chemin de croix. Ce qui fait que finalement, on a l'impression que c'est très dur ici. C'est aussi le contraste entre l'ouverture d'une société en 3 heures et puis finalement 4 semaines pour ouvrir un compte bancaire. Ouais. Mais si on regarde nos amis hongkongais, c'est vrai qu'on compare toujours, souvent en tout cas Singapour et Hong Kong, ça reste quand même bien plus facile d'ouvrir un compte à Singapour qu'à Hong Kong, malgré tout. Ah ouais. Bah, nous, à Hong On salue Kong, nos amis hongkongais. nous, on est présent. Oui, tout à fait. Puis nous, on a une présence à Hong Kong. Après, Pramex a sa filiale à Hong Kong, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à Hong Kong, on met plutôt 4 mois en fait pour ouvrir le compte bancaire, alors qu'ici on met 4 semaines. Donc ça reste quand même, voilà. Comparé aux 3 heures d'ouverture ou de création versus ces 4 semaines, c'est vrai que ça peut paraître un peu étonnant, mais finalement c'est pas si terrible que ça non plus. La conclusion de tout ça, être bien accompagné par le bon partenaire et compter finalement à peu près 8 semaines pour être vraiment opérationnel sur Singapour. On passe donc parce que je crois qu'on a un peu de retard, j'ai pas le chrono ici, mais on passe donc à la dernière partie, 4e partie de notre conférence. On va parler de droit social, d'immigration et de fiscalité. C'est quand même un thème extrêmement récurrent chez nos prospects et clients, donc on pense que c'est important d'en parler un petit peu. Je vais te passer la main pour ce qui concerne le droit social et l'immigration. Oui, absolument. Donc brièvement, effectivement, on est un peu en retard sur l'horaire qu'on avait prévu, mais très brièvement. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que le droit social à Singapour est très flexible et très souple, contrairement au droit social français. Donc, le corps, on va dire, du droit social est contenu dans une loi qui s'appelle l'Employment Act. Et la spécificité, en fait, de cette loi, c'est qu'elle ne s'applique pas aux cadres qui ont un salaire de plus de 4 500 $. Tout simplement parce que le gouvernement considère que ces personnes n'ont pas forcément besoin de protection. Donc pour ces personnes-là, en règle générale, toutes les personnes sous IP ont un salaire supérieur à la limite, donc ne sont pas soumis à l'Employment Act. C'est uniquement le contrat de travail en fait qui va régir leurs relations les relations entre salariés et employeurs. Donc pour les personnes qui sont elles soumises à l'Employment Act, la loi sociale pose quand même quelques règles protectrices. Donc, si on regarde notamment les horaires de travail sur le slide, donc effectivement, c'est 44 heures par semaine avec un maximum de 72 heures en comptant les heures supplémentaires qui doivent être payées, je le précise, à un taux de 1,5 fois le taux normal horaire avec un cap toutefois à 11,80 $ par heure.
Si on passe au congé payé, au jour de congé, oui. Donc, il y a un minimum de 7 jours minimum. On est très, très loin des normes françaises, hein. On est de 7 jours minimum à 14 jours maximum, en sachant que ce maximum s'atteint à 8 ans d'ancienneté. Donc, jusqu'à 8 ans d'ancienneté, en fait, on monte graduellement d'un jour par an de congé payé. Et puis, on a 11 jours fériés par an à Singapour. Mm. D'un point de vue salaire, il y a encore une très très grande flexibilité. Il n'y a pas de minimum fixé par la loi, par le gouvernement. Donc là encore, c'est uniquement de la discussion et de la négociation contractuelle entre les parties. Donc les parties sont complètement libres de fixer n'importe quel salaire. Ouais. Bah, c'est vrai que d'une manière générale, hein, sur la main-d'œuvre, pour en dire un petit mot, c'est vrai qu'on a une main-d'œuvre très cosmopolite, hein, à Singapour. Hein, on a 75% de Chinois, 15% de Malais, 7% d'Indiens. Généralement professionnellement très qualifiés, hautement éduqués. Il y a de très très bonnes universités ici à Singapour et très largement anglophones. Même si on les voit régulièrement démarrer une conversation en anglais, basculer au chinois quand ils se comprennent plus et revenir à l'anglais, il n'en reste pas moins que la langue quand même du business ici reste l'anglais. Et ça, c'est quand même assez pratique. Par contre, c'est vrai qu'ici, on est quand même dans un droit du travail qui est très peu contraignant. Tu en as un petit peu parlé. Il y a 2% de chômage ici à Singapour. Je crois que c'est 9 ou 9,5% en France en ce moment. Et donc, c'est un marché de l'emploi qui est très, très fluide. Peut-être même trop fluide. Et finalement, le principal problème, je pense, à Singapour ici, ça va pas être de recruter, trouver la bonne personne pour le bon poste au bon salaire. Ça va vraiment être de notre capacité, de votre capacité à manager une équipe, à gérer une équipe et à retenir vos talents. Oui, absolument. Sur les jours de congé, là, tu indiques tout ça, mais c'est vrai qu'en moyenne, en pratique, on voit plutôt des recrutements on propose plutôt entre 18 et 20 jours de congé d'une manière générale aux collaborateurs singapouriens. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois aussi de ton côté. Par contre, il y a un point important. Nos clients alignent plutôt les expatriés sur les normes françaises, mais oui. ont un tout petit peu augmenté effectivement les Singapouriens. Et ça, c'est singapourien. Par contre, il y a un point important aussi qu'il faut aborder parce que ça va peut-être laisser nos auditeurs un peu rêveurs sur ce point-là, mais une question importante, c'est qu'en est-il des conditions de rupture d'un contrat de travail? Oui, absolument. Et en fait, c'est un peu la conséquence de justement cette souplesse de la main-d'œuvre et aussi de l'attrition. C'est que finalement, la relation entre un employeur et un salarié est une relation contractuelle. Et comme toute relation contractuelle, on peut finalement y mettre fin en respectant le contrat ou la loi, en sachant que la loi prévoit qu'on peut y mettre fin à tout moment, sous réserve qu'on respecte un délai de préavis. Donc les délais de préavis ne sont pas très contraignants à Singapour. Non. Pour te donner une idée, on va de 1 jour à compter de 26 jours d'ancienneté jusqu'à 4 semaines maximum à compter de 5 ans d'ancienneté. Donc on n'est jamais dans des délais de préavis qui sont très très longs comme on peut avoir chez nous. On peut avoir des préavis de 6 mois voire 1 an. On est sur des périodes qui sont très très courtes et ce qui fait justement que c'est un marché qui bouge beaucoup et justement ce taux fort d'attrition et cette difficulté aussi effectivement que les employeurs peuvent rencontrer pour conserver leurs talents. Et d'où l'importance de bien travailler sur les bénéfices, hein, tout ce qui va autour du salaire. Et voilà, voilà. En termes de fiscalité, rapidement, la fiscalité, là, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Là encore, on est dans une fiscalité qui reste très intéressante. Donc, sur l'impôt sur le revenu, on est sur un barème progressif. Donc, pour les résidents, les gens qui sont considérés comme ce qu'on appelle les ordinary residents, qui sont sur un barème progressif de 0 à 22%, donc très intéressant. Et puis, pour les charges, les cotisations sociales, parce que c'est effectivement une question aussi que nos clients nous posent souvent, surtout les clients français qui ont quand même en tête le schéma français. Et bien, pour les expatriés, il n'y a pas de cotisation sociale, donc c'est du zéro. Et en revanche, c'est uniquement pour les Singapouriens ou les permanents résidents, donc c'est ce statut un peu intermédiaire d'étrangers qui bénéficient de ce statut qui les rapproche plus des Singapouriens. Il y a des cotisations patronales et salariales qui seront payées, donc comme on le voit sur le slide, 17% pour la partie patronale et 20% pour la partie salariale, en sachant que c'est un maximum et que ces montants vont être dégressifs à partir de 55 ans. Ouais, ça à partir de 55 ans, on passe à 13% et 13% dans les deux cas, me semble-t-il. Juste, tu as bien fait de préciser que c'était pour les expatriés le 0%, parce que attention, au niveau d'un salarié français détaché, ça peut être différent puisqu'il peut y avoir des cotisations sociales payables en France. Hein. Oui, on parle bien d'expatriés du régime français, effectivement. Absolument. Ouais, effectivement. Concernant les visas, qu'est-ce qu'on peut dire sur les visas? Alors là encore très vite, parce qu'on prend beaucoup de retard. Effectivement, pour travailler à Singapour, il faut un visa. Et d'ailleurs, Singapour a quand même une politique assez restrictive d'immigration.
Donc, on va passer sur les visas pour les ouvriers et pour les entrepreneurs qui sont quasiment, enfin, qui est en tout cas pour les entrepreneurs quasiment impossible à Ouais. obtenir, pour se concentrer sur l'Employment Pass, qui est un peu le visa de droit commun pour les Mm. professionnels étrangers. Donc, il y a une condition de rémunération qui est 3 600 $, Mm. en sachant que c'est un minimum et Mm. qu'effectivement, le MOM, donc le ministère du Travail, qui est compétent pour délivrer les visas, peut ajuster son montant en fonction de l'ancienneté, en fonction de la formation, en fonction du Mm. titre également Mm. et du rôle que le salarié va jouer dans l'entreprise. Ouais. Ce qui fait que finalement que c'est un système qui est quand même pas très prévisible. On a quand même un outil sur le site du MOM où on peut faire des simulations et voir si potentiellement le MOM dira oui ou non en fonction du salaire qu'on Mm. propose. Mais ce qu'il faut garder en tête surtout, c'est que 3600, c'est vraiment le strict minimum pour Mm. une demande d'IPI. Et encore plus si le salarié a ce qu'on appelle des dépendants ici, donc c'est des conjoints mariés uniquement ou des enfants de moins de 21 ans, qui aussi Mm. pourront bénéficier d'un visa si le salarié obtient un employment visa. Ils auront alors ce qu'on appelle des dependent pass. Et dans Mm. ces cas-là, depuis janvier 2018, le seuil a été remonté à 6 000 $. C'est Donc, ça. il faut justifier au moins d'un salaire de 6 000 $ pour pouvoir Ouais. justifier, en faire une demande d'IPI par la suite. Absolument. Donc ça, c'était important. Malgré tout, hein, donc c'est pas une science exacte. C'est vrai que c'est quand Mhm. même quand on dépose un dossier euh, euh, entre le salaire, la fonction qui sera exercée ici, le niveau d'éducation et l'expérience ou l'expertise professionnelle, c'est un petit peu ces quatre dimensions qui seront prises en compte par le Ministry of Manpower ici pour déterminer et obtenir son visa. Voilà. Nous, enfin pour l'instant, on a toujours obtenu les permis de travail pour nos clients et leurs collaborateurs. Tu as raison de dire que c'est pas une chance exacte malgré tout, hein. Et en plus, en ce moment, certains semblent dire que ça va un petit peu, c'est un peu plus difficile. Bon, moi, je l'ai pas encore ressenti. Moi, je veux Surtout le dire quand même renouvellement, apparemment. ouais, sur les Et là encore, renouvellements, en fait, on rentre dans ta logique de cohérence. C'est que ouais, finalement, la logique en fait, singapourienne donne des employment pass à des gens parce qu'ils ont vocation à former en fait, les locaux. ouais, c'est ça. Il Ouais. part du principe Après, qu'effectivement, mine si de au rien, bout moi, de 5, 6, ouais, si il n'y a pas eu de formation, de transfert de savoir, c'est qu'il y a aussi un problème ouais. dans la formation. Mais mine de rien, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une politique d'immigration ouverte, avec des dispositions appropriées en matière de visa de travail et qui facilite malgré tout l'installation des étrangers qui souhaitent s'établir à Singapour. Moi, quand même, c'est ce que je voudrais qu'on garde en tête. Concernant l'aspect fiscal, et je vais aller très très vite, parce qu'on est vraiment très en retard, sur l'impôt sur les sociétés, ça doit vous laisser rêveur, hein, puisque 17% de taux d'imposition par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui en France. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail. C'est applicable sur le Companies Chargeable Income. Après, il existe des incitations fiscales qui réduisent ce taux marginal de 17%, notamment le SUT, Startup Tax Exemption Scheme, qui permet aux entreprises nouvellement créées de bénéficier de déductions fiscales, notamment au cours des 3 premières années. Sur les dividendes et les capital gains, 0%. Capital gains, ce sont les plus-values de cession de valeurs mobilières. La TVA, qui s'appelle ici la GST, la Goods and Service Tax, est de 7%. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous enregistrer en termes de TVA si votre chiffre d'affaires réalisé ou prévisionnel sur les 12 mois est inférieur à $1 million singapourien. Et puis concernant l'audit annuel, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus sur les critères. Ce qui est important, c'est qu'il faudra déterminer si le groupe auquel appartient votre filiale peut être qualifié de petit groupe pour que votre filiale puisse prétendre à l'exonération d'audit d'une petite entreprise. Et les critères que vous voyez ici, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure, moins de $10 millions de chiffre annuel, total d'actifs de moins de $10 millions et ETP inférieur à 50. Donc voilà, je pense que c'est le moment de conclure, hein, parce qu'on a dépassé, je ne sais pas combien de temps on a mis, mais je crois qu'on a dépassé un peu les 45 minutes. En termes de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce webinaire pour réussir son implantation à Singapour? Moi, j'avais envie de mettre 4 éléments à l'écran. La première, choisir sa bonne structure juridique, hein, on l'a vu, il y a des impacts. Donc, tout ce qu'on vous a présenté, faut en discuter ensemble, faut discuter, faut regarder et choisir la bonne solution pour vous. Avoir bien défini les contours du projet, avoir bien défini les rôles, qui sera le local director, qui sera le company secretary, tout ça, faudra en parler avant.
bien maîtriser vos délais. Finalement, je mets une semaine à 6 mois. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, on peut mettre une semaine pour finalement exister et recruter localement, hein, puisqu'en 3 heures ou 3 jours, je vous crée la filiale, donc vous pouvez recruter localement. 6 à 8 semaines pour être totalement opérationnel avec le compte bancaire. 3 à 4 mois si vous venez vous installer à Singapour pour obtenir votre visa, parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais le visa, on est sur des moyennes de 3 semaines à 3 à 6 semaines nous pour obtenir les visas. Je pense que c'est à peu près pareil pour vous. Oui, absolument. Voilà. Donc ça, on l'a pas dit tout à l'heure, hein, mais 3 à 6 semaines pour obtenir un visa. Donc 3 à 4 mois au total pour vous installer sur Singapour. Et je vais même dire plutôt 6 mois si vous vous installez en famille pour des raisons de, voilà, de trouver le logement, s'inscrire à l'école, faire le déménagement, etc. En tout cas, c'est ce qu'on vous recommande. Mais on pourra en parler à côté. La deuxième chose, après s'être bien préparé, c'est d'être bien accompagné. Et ça veut dire, pour ça, choisir le bon Registered Filling Agents. Donc, choisissez-nous et tout ira bien. On va passer aux questions peut-être. Je pense que je ne sais pas comment on fait pour regarder les questions qui sont posées. Donc, Je crois que, Christophe, on a une question notamment sur le oui, niveau de capitalisation si on fait une demande d'IP. Parce qu'effectivement, on a mentionné tout à l'heure ouais, qu'on c'est ne pouvait ça. pas faire une demande d'IP avec 1 euro. Il y a une Ouais. question sur à combien faut-il capitaliser la société pour faire une demande d'IP. Voilà, c'est ça. Et la question même, plus précisément, elle est, est-ce que si, parce qu'on a parlé de 50 000 $ par IP tout à l'heure, la question étant, si je dois demander 4 IP, est-ce que je dois capitaliser à hauteur de 4 fois 50, c'est-à-dire 200 000 $? Pour vous répondre, je pense qu'on a deux éléments de réponse. La première, nous, de notre côté, on a fait deux demandes d'IP sur une société qui avait que 50 000 $ de capital. Et vous avez, je crois, récemment fait une demande de 4 IP sur une structure capitalisée à 100 000 $ ou quelque chose comme ça, non? Oui, c'est vrai. Oui, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'en règle générale, on recommande 50 000 $ par IP. Dans les faits, finalement, on se rend compte que 2 IP sur 50 000 $ peuvent passer et 4 sur 100 000 $ peuvent passer également. Après, c'est jamais une science exacte et il est aussi possible d'avoir des refus et de devoir recapitaliser la société par la suite. Je vois une deuxième question concernant le local director. Alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que la question se pose. Quel risque par rapport à la nomination d'un nominee director étranger à l'entreprise? Alors, tu en as parlé tout à l'heure, mais peut-être que tu peux en redonner un petit mot, hein, parce que c'est vrai que cette question, elle nous est systématiquement posée, reposée. Le Sûr. fait de nommer quelqu'un comme directeur local qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, forcément, ça pose question. Donc, je pense que c'est peut-être bien d'en redire un petit mot. Oui, Bon, de absolument. toute façon, Et on nous pose effectivement, la question alors. comme je le disais tout à l'heure, c'est un directeur à part entière, un omnidirecteur. Donc, effectivement, je comprends les craintes de nos clients, c'est que cette personne va pouvoir engager la société comme n'importe quel autre directeur. Alors, la nuance, c'est qu'effectivement, c'est un service qui est rendu par un prestataire. Donc, en règle générale, il y a quand même un contrat qui va entourer sa nomination. Et justement, dans ce contrat, c'est prévu que le directeur n'a pas vocation à s'immiscer dans la gestion de la société et à agir au nom de la société. Donc, il y a quand même très peu de risques qu'un nominee directeur, également du fait de la responsabilité que lui va encourir s'il commet un manquement, engage la société sans l'accord du board. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse. C'est les directeurs rechignent plutôt qu'à engager la société. Merci Lisbeth. Écoute, il y a quelques questions, mais je pense qu'on a vraiment dépassé le temps imparti. De toute façon, vous avez nos coordonnées ici à l'écran. Moi, je vous invite à nous contacter si vous avez des projets à court moyen terme pour créer une structure ici à Singapour et venir développer votre business. Je vous invite aussi à venir consulter tous les autres webinaires que vous pourrez trouver sur le site de Pramex. N'hésitez pas à venir sur nos sites web pour voir un peu qui nous sommes et ce que nous faisons. Moi, j'ai été ravi de partager ce moment avec toi, Lisbeth, avec tous les auditeurs présents. J'espère qu'on aura l'occasion de renouveler cette expérience. En tout cas, Singapour, si vous venez, je pense que c'est quand même... je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui regrettent d'être venus ici. C'est quand même très enthousiasmant, très excitant. Singapour en soi, la zone ASEAN. Donc, je pense que si vous êtes bien préparé, s'il y a vraiment un marché pour vous dans le coin, je pense que vous ne regretterez pas l'expérience singapourienne. Voilà. À bientôt. À bientôt, Christophe. Merci beaucoup.
Tu sais comment on ferme? Non.